Et oui, le directeur le plus extraordinaire, le 92.2, votre animateur Bob Ebaka. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme je vous l'avais promis, Maître Tricot ce soir sur le directeur le plus extraordinaire, le 92.2. Mais avant que je puisse m'exprimer, je vais profiter de cette accalmie. On va parler, vous voyez qu'il fait très chaud en ce moment. Vous voyez qu'il fait très chaud en ce moment. Et oui, Maître Tricot, nous allons nous échanger ce soir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est la canicule dans Paris. Je profite de l'occasion de faire un coucou du côté de Wenze, Talagaï, Mikalou, Bakongo, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à vous du côté de Mfilou, Simon, Gomatete, Kibosi, Kibwende, Amon, Madia, Matumbo, Brusso, Libanda, Maseka. Banabilinga, bonsoir, Banabilala, bonsoir, bonsoir à vous du côté de Mfilou. Bonsoir à vous du côté de Siafumu, bonsoir à vous du côté de Tchali, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs du côté de Ngoyo. Oui, Maître Tricot. Maître Tricot nous a reçus dans ses bureaux ici il y a 2 ans et 8 mois. 2 ans et 8 mois. Oui, je reviens dans le bureau de Maître Tricot. Je lui poserai des questions et quoi la vérité, polélé. En parlant de Maître Tricot, je profite de l'occasion de rendre un vibrant hommage à tous ces prisonniers politiques. Boba Okemba. Banamé Otokoti moi à juillet. C'est les vacances. Les vacances, oui. Profitons de ces vacances pour prôner l'amour du prochain. Ah, Lionel Ngamba, bonsoir à toi, bonsoir Médégoma. Bonsoir très cher frère, vous comprenez que ce soir ça va être des échanges vifs, avec Maître Tricot, parce que, oui, nous avons échangé dès le départ. Nous nous sommes retrouvés ici, dans ces bureaux. Les premiers. Aujourd'hui, nous avons des prisonniers politiques depuis 2 ans et demi. Mboka Mobimba, Mvukation Kanaiko, Mboka Mobimba, Miyibi na Miyibi, Kintoki na Kintoki. Oui, nga nafungola kabino en 2013. Nalobaki Mboka Nekokota Zugulu Zagala, oui, résultat Ngoyo. Les logos l'été. Juste après Maître Tricot, je vais m'exprimer, mes frères et sœurs, parce que Pagayo Toko continue sur un côté. D'intellectuel, Okenda Bachek, Milai, résultat Ngowapi. Les lobos, l'accent chef d'entreprise, Mouva Congo, le Ngai Moutou, Nganasa, la génération Mobimba Dimitango, jamais Tobeta Passa. Personne n'a jamais travaillé dans ce pays. C'est inacceptable. Inacceptable. Regardez le résultat aujourd'hui. Vous parlez de l'indépendance 59, Bani, Niborozon de la Bakop, Bajamutuna Semarolikolo, Mboka Mobimba, Jamutuna Semarolikolo, Mboka Mobimba, Jamutuna Semarolikolo. C'est inacceptable. Tout le bas n'a pas changé la constitution, n'a pas changé, Mboka Mobimba, tout fi. Maya bibembezo mata ezo kita mai doko mbula baba doko tu mboka farata na farata. Oui. J'ai dit à Maître Tricot de prendre le temps avant qu'il n'arrive. Je vais prendre le temps de m'exprimer. Mes frères et sœurs, c'est compliqué. J'ai oublié quelque chose de formidable à vous dire. À toutes les mamans qui ont eu le bac, alors leurs enfants qui ont eu le bac, prenez vos enfants dans les bras. Oui, prenez-les dans les bras parce que aujourd'hui, avoir un enfant qui a le bac, c'est surtout pour notre génération, c'est formidable. Maître Tricot, je suis à votre disposition quand vous voulez. Et en tout cas, merci de m'avoir reçu chez vous, maître. Bonsoir Bob. Bienvenue, maître. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Maître, j'étais en train de les rappeler qu'Ebakacho, je l'ai commencé ici. Nous étions assis dans ce bureau, exactement, si je me rappelle bien, c'était en plein mois de juin.
juste après l'arrestation. Enfin, non, le général Mokoko était C'est au mois de juin. Il était l'objet d'une assignation à résidence illégale avant d'être arrêté. d'être arrêté, effectivement. Maître Rico, bienvenue dans les bacs à chaud. Déjà, tu vas me dire comment tu fais, maître, pour garder autant la forme, autant la pêche, pour être aussi. Parce que quand je vois tous les dossiers que tu gères, je t'ai vu au Cameroun, je t'ai vu au Gabon, au Congo-Kinshasa. Comment fais-tu, maître? C'est une question d'être animé par un devoir de vérité et de justice. Donc, en tant qu'avocat défenseur des droits humains, je me bats pour la vérité et la justice et pour faire triompher l'état de droit. Dans tous les pays de dictature, je me lève aux côtés des sociétés civiles. Et malheureusement, l'Afrique centrale, c'est la sous-région du monde où il y a le plus de dictatures avec des dinosaures qui ont des dizaines d'années de maintien au pouvoir et qui veulent transformer les républiques dans lesquelles ils vivent en royaumes où on transmet le pouvoir de père en fils. Et ça, c'est inacceptable. Et ça me donne la force de me battre. Maître, comment on est arrivé là? Comment on arrive? Parce que moi j'ai vu John Ping, vous vous êtes battu. Il n'était inacceptable que John Ping prenne le Gabon. Je vous ai vu se battre pour le général Mokoko parce que vous preniez la démocratie. J'ai lu, je vous lis beaucoup. Maître, quand on arrive à ce stade aujourd'hui, 2 ans ou 2 ans et demi, on rentre dans la 3e année et qu'on voit que cette Afrique n'arrive pas à avancer, mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on y arrive là? Mais je crois que c'est important de souligner que le temps de l'impunité est en train de finir. Les choses évoluent. Et c'est justement parce que toutes les sociétés civiles africaines se mobilisent, notamment, qu'on peut faire évoluer les choses. En Afrique de l'Ouest, on a pu constater des changements et de l'alternance démocratique. Même une dictature qui au départ était soutenue par la France, comme celle de Blaise Compaoré au Burkina Faso, a fini par tomber avec le soulèvement de la société civile burkinabé, auquel j'ai apporté ma petite contribution à l'époque. Nous le savions. Donc, maintenant, c'est au tour de l'Afrique centrale de connaître l'alternance démocratique et pacifique qui a été vécue dans les principaux pays d'Afrique de l'Ouest. Et les choses sont en train de bien évoluer. Prenons le cas du Congo-Brazzaville. Depuis le 18 mars 1977, date où le ministre de la Défense et chef des renseignements de l'époque, Denis Sassou Nguesso, a commandité l'assassinat du président Mariam Gwabi, puis celui du cardinal Émile Bayenda, puis ensuite fait un faux procès de Moscou pour faire fusiller l'ancien président Alphonse Sseba Deba, le Congo-Brazzaville est dans une situation de terreur, de dictature, avec impunité du pouvoir. Mais pour pouvoir bénéficier de l'impunité, il faut bénéficier de 2 facteurs. Premier facteur, il faut qu'il y ait des intérêts économiques et politiques. La dictature Sassou Nguesso a d'abord bénéficié de cet intérêt économique et politique de la part de l'Union des républiques socialistes soviétiques et de Cuba, à l'époque du président Mariam Gwabi. Ensuite, lorsqu'on a découvert du pétrole, c'est la France qui de nouveau s'est intéressée à son ancienne colonie. Et là, Sassou Nguesso a pu négocier avec l'argent du pétrole le soutien de la France qui lui a accordé l'impunité de ses crimes. Donc ça, c'était cette période-là. Mais deuxième facteur, il faut qu'il y ait anesthésie des sociétés civiles et de leurs représentants. Et pour qu'il y ait anesthésie des sociétés civiles et de leurs représentants, il faut aussi avoir les moyens d'acheter le silence des médias, le silence de la communauté internationale. Donc il faut avoir les moyens de payer le prix de la corruption. Et là, la situation est en train d'évoluer, puisque effectivement, le clan Sassou Nguesso, avec sa politique de prédation, avec sa politique de piller toutes les richesses du pays, de laisser la population congolaise dans la pauvreté, s'est mis dans une situation où le pays est au bord de la faillite.
Et la preuve en est, vendredi dernier, le 6 juillet, lors de la réunion du conseil d'administration du Fonds monétaire international à Washington, il a été retiré officiellement de l'agenda du Fonds monétaire international, du FMI, le Congo-Brazzaville. Parce que justement, le FMI s'est rendu compte du fait que le clan Sassou Nguesso avait truqué la présentation des comptes. Et que même à partir de 2010-2012, pour essayer de prétendre atteindre le PPTE, le point d'achèvement des pays pauvres très endettés, là déjà, les comptes avaient été truqués, les comptes publics avaient été falsifiés pour diminuer le taux d'endettement réel de la dette publique congolaise. Donc, enfin, et d'ailleurs nous avons contribué par notre lobbying, je fais partie des personnes qui sont déplacées à Washington pour rencontrer le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le département d'État américain, etc., l'ONU et tout ce qu'on veut. Donc nous avons informé la communauté internationale de la falsification des comptes par la dictature Sassou Nguesso. Maître, je vais profiter de la question, Oui. l'affaire Glencore. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'affaire Glencore, très bonne question. L'affaire Glencore, c'est une société de trading, donc pétrolier, qui est basée en Suisse. Et il se trouve que justement, dans les mécanismes de falsification des comptes, la dictature Sassou Nguesso s'est endettée d'abord auprès de 3 principaux pays, la République populaire de Chine, la France et le Brésil, pour lequel, à la date du 6 juillet dernier, il y avait plus de 85 millions de dollars d'arriérés de paiement, donc de défaut de paiement. Et elle s'est également endettée auprès de sociétés de trading pétrolier, dont la société Glencore à Genève. Et donc, pourquoi? Parce que le régime Sassou Nguesso a gagé sur plus de 20 ans les recettes pétrolières à venir du Congo-Brazzaville. Wow. Donc, et tout ça sur un fond de corruption énorme. Mais il n'y a pas que l'affaire Glencore, il y a plein d'autres affaires. Il y a des affaires donc au Portugal, enfin il y en a partout. Effectivement, il y en a partout. Nous allons venir dessus. Et d'ailleurs, je travaille toujours en collectif d'avocats, en réseau d'avocats internationaux. Je dois rendre hommage à mes confrères avocats suisses et avocats américains avec lesquels je suis tout le temps en relation, puisque déjà, ils ont pu faire pratiquer en Suisse et saisie sur les comptes bancaires d'une des filiales de trading pétrolier du régime Sassou Nguesso. Donc, et tout ça, c'est en lien, entre autres, avec l'affaire Glencore. Donc, le régime Sassou Nguesso a triché, a détourné des fonds publics, a organisé la corruption, a également acquis des biens pour la famille de l'actuel perdant des élections présidentielles anticipées du mois de mars 2016, le général Denis Sassou Nguesso. Ils ont acquis des biens à l'étranger, et c'est là où je voudrais en revenir sur l'impunité. D'un côté, le clan Sassou Nguesso a pillé le Congo et l'a mis au bord immédiat de la faillite économique, et de l'autre, il a voulu mettre en sécurité à l'étranger des biens pour protéger la famille du clan présidentiel. Mais là aussi, l'impunité recule. Dans le domaine des crimes contre l'humanité, nombreux commis par le régime Sassou Nguesso, on a connu l'affaire des disparus du Beach. Après le coup d'État et la guerre civile que le général Denis Sassou Nguesso avait déclenché le 5 juin 1997 contre le président légitimement élu du Congo-Brazzaville, le professeur Pascal Lissouba, le général Denis Sassou Nguesso, avec ses Miss Cobra et avec l'appui économique, notamment d'Elf Congo et aussi de l'Angola, soutenu par la France, a mené une politique de massacre, notamment contre les populations Congo-Lari. Une fois que les troupes angolaises lui ont permis de remporter la victoire contre les troupes du président Pascal Lissouba, ont été passés des accords, notamment avec le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, pour que reviennent au pays les Congolais qui s'étaient réfugiés, notamment en République démocratique du Congo, et ça a été l'affaire des disparus du Beach en avril et mai 1999. Il s'agit de crimes contre l'humanité imprescriptibles, de même que le massacre des populations congolari qui avait eu lieu quelques années auparavant.
Pour se dédouaner, la dictature Sassou Nguesso a organisé un faux procès de Moscou en 2005 pour dire bah, le président Sassou Nguesso n'est pas responsable, il y a quelques sous-fifres et c'est terminé, on n'en parle plus. Heureusement, la société civile congolaise s'est levée, et je rends hommage à nos amis de l'Organisation congolaise des droits de l'homme, qui sont alliés à la Fédération internationale des droits de l'homme notamment, pour déposer plainte à Paris. Puisqu'en France, on a la chance d'avoir un état de droit, même s'il n'est pas 100% parfait, on a un état de droit, et on a un principe de compétence universelle. Et donc, une procédure a été enregistrée à Paris, plainte, alors même si... l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, avait voulu faire classer la procédure, on a eu beaucoup de mal, la Cour de cassation a réussi à faire, donc la procédure contre les disparus du Beach continue. Le général Norbert Dabira avait même été interpellé en France pour pouvoir témoigner, alors qu'il refusait de témoigner. C'est pour dire qu'on arrive au début de l'impunité. Et on a d'autres cas. Dans l'affaire des biens mal acquis, c'est là on en est où l'affaire des biens mal acquis, elle continue d'avancer, même si on tente de la retarder. Même chose, les taux de l'impunité finissent. Donc on voit avec l'affaire des disparus du Beach, la procédure continue. L'affaire des biens mal acquis, la procédure continue et on peut de moins en moins la ralentir. Et en plus, très mauvaise nouvelle pour le clan Sassou Nguesso, je dirais même deux mauvaises nouvelles qui sont envoyées par la France. Donc, première mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a eu récemment mise en examen de M. Vincent Bolloré pour des faits de corruption dans l'attribution de ports autonomes en Afrique. Pour l'instant, ça concerne deux ports autonomes, le port autonome de Lomé au Togo et le port autonome de Conakry en Guinée. Mais il faudra se poser la question du port autonome de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, qui a aussi été concédé dans des conditions particulièrement opaques de corruption au groupe Bolloré par le général président Denis Sassou Nguesso. Donc là, le fait personne en France n'aurait imaginé que M. Vincent Bolloré, qui est un ami de longue date de l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui a toujours financé ses campagnes électorales, puisse un jour être mis en examen. Merci maître, donc, je l'ai dit donc, une fois. Première mauvaise nouvelle pour la dictature Sassou Nguesso, c'est que depuis l'élection du président français Emmanuel Macron, eh bien, la justice française devient de plus en plus indépendante. Et la dictature de Brazzaville est désarmée. Parce que autant pendant des dizaines d'années, elle a envoyé des valises de billets, et je remercie mon confrère Robert Bourgi, qui devant les télévisions a confirmé qu'il emmenait des valises de billets à la demande de Nicolas Sarkozy depuis Brazzaville et depuis Libreville pour financer les campagnes électorales françaises. Et c'est vrai que les dictatures d'Afrique centrale, comme celle du Congo-Brazzaville ou du Gabon, eh bien, ont financé les campagnes électorales des présidents français de droite ou de gauche. Qu'il s'agisse des Républicains ou du Parti Socialiste, ils ont tous reçu leur financement d'argent sale des dictateurs d'Afrique centrale. La République en marche est un mouvement issu de la société civile française et aucun n'a reçu d'argent de la corruption ces 30 dernières années. Donc, il n'y a plus les moyens de pression. Et la preuve en est, nous avons actuellement en France, et c'est une vieille revendication que nous, avocats, nous avons formée, nous demandions depuis des dizaines d'années qu'on puisse avoir le principe de l'indépendance du parquet. Que le parquet devienne indépendant du ministère de la Justice, de la Chancellerie. Et il y a actuellement un projet de loi à l'Assemblée nationale française pour organiser cette indépendance. Si on obtient enfin l'indépendance, on n'aura plus ce qui s'est passé, notamment dans l'affaire des disparus du Beach, où le parquet dit il faut classer sans suite, il faut retarder. Parce que, attendez, on ne peut pas, le Congo-Brazzaville sont des amis de la France, on ne peut pas les embêter comme ça, il faut essayer d'étouffer les choses. Et le parquet, malheureusement, était une courroie de transmission des gouvernements de droite et de gauche français. Et à partir du moment où on donne l'indépendance au parquet, ça donne toute liberté à la justice, et notamment aux juges d'instruction, qui sont des magistrats indépendants. L'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, voulait supprimer le juge d'instruction parce qu'ils étaient trop indépendants. Bien, si on garde nos juges d'instruction et qu'en plus on rend le parquet indépendant, là nous aurons une justice française à compétence universelle qui pourra enfin lutter contre la corruption dans les anciennes colonies françaises d'Afrique. Donc, maître, vous pouvez nous garantir que nous pouvons continuer à espérer, parce qu'à un moment, effectivement, il y a eu tellement de déceptions, procès du Beach, où ça dure depuis quand même 97. Aujourd'hui, nous avons vu, il y a le procès des biens mal acquis, on attend, les gens, bon, c'est vrai qu'on a vu que la Guinée
effectivement, il y a eu des mises en examen, Yangema a été condamné. Vous pouvez garantir à ce peuple congolais qui vous regarde qu'on peut avoir un peu d'espoir demain? On ne peut jamais rien garantir, mais on peut dire que là, pour reprendre une expression bien connue, il y a un alignement positif des planètes pour favoriser le changement dans toute l'Afrique centrale et notamment les 4 principaux pays du bassin du Congo. C'est-à-dire qu'il s'agisse de la République démocratique du Congo, qu'il s'agisse du Congo-Brazzaville, qu'il s'agisse du Gabon ou qu'il s'agisse notamment du Cameroun, et puis ça viendra également pour la Guinée équatoriale, eh bien l'heure est au changement et à l'alternance démocratique et pacifique. Là, qu'est-ce qui va se passer? Le Fonds monétaire international va être amené à renforcer ses conditionnalités vis-à-vis du Congo-Brazzaville, qui va être placé sous la tutelle du Fonds monétaire international. Non, on ne va pas repartir sur la tutelle du Front National. Nous avons déjà été. Eh ben, c'est ce qui va se passer. Compte tenu du surendettement et du trucage des comptes, c'est ce qui va se passer. Et donc, dans les conditionnalités, il va y avoir la bonne gouvernance et notamment la libération immédiate de tous les prisonniers politiques. La Guinée équatoriale, et le président Théodore Obiang Nguema est un petit peu moins bête et moins cupide que le général Denis Sassou Nguesso, il a compris qu'il fallait donner des gages de début, de tout petit début de bonne gouvernance. Et qu'a fait la Guinée équatoriale? Ils ont organisé l'amnistie et la libération immédiate des prisonniers politiques. Et c'est ce qui va être demandé au Congo-Brazzaville, en sachant que nous, ce qu'on demande, c'est la libération immédiate des prisonniers politiques. Parce que je partage le point de vue de mon client, le général Jean-Marie Michel Moukoko, tous les prisonniers politiques sont innocents. Ils n'ont commis aucun délit, aucun crime, il n'y a jamais eu de preuve contre eux. Donc ils n'ont pas à être amnistiés, parce qu'on amnistie des coupables. Eux, ils sont innocents. Donc on demande juste leur libération immédiate. Et je voudrais juste préciser, le 15 août, ça va être la fête nationale du Congo-Brazzaville. Nous demandons la libération immédiate de tous les prisonniers politiques condamnés, comme le général Jean-Marie Michel Moukoko et ceux qui vont être condamnés, comme notre ami André Okombi-Salissa qui va être lui aussi condamné, être innocent. Et toujours dans le cadre de la politique du général Jean-Marie Michel Moukoko, qui a été d'appeler à la désobéissance civile pour le respect de la vérité des urnes, eh bien, le 15 août sera l'occasion d'appeler à la désobéissance civile à des journées villes mortes dans tout le Congo-Brazzaville pour imposer la libération immédiate de tous les prisonniers politiques. En parlant des prisonniers politiques, Maître Rico, vous avez suivi le procès qui est en direct, le parquet de Brazzaville. Quand je vous parle du parquet de Brazzaville, avec ce que vous avez vu en tant qu'avocat, ce procès, en un mot, le procès que vous avez suivi du général Moukoko, suivi du procès de Dabira, quand vous voyez ça en tant qu'avocat, maître, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce peuple africain que vous aimez autant? Ce que je peux dire, c'est que déjà, pour le mois de mai dernier, en ce qui concerne le procès de notre client, le général Jean-Marie Michel Moukoko, je soutiens à 100% la décision prise par le général Jean-Marie Michel Moukoko, qui, dès le premier jour de l'audience devant la juridiction inéquitable devant laquelle il était traduite, a été de dire 1. Je suis innocent de tous les prétendus délits que vous me reprochez. 2. Je bénéficie d'une unité juridictionnelle et la Cour constitutionnelle n'a jamais annulé les décrets me faisant bénéficier de cette immunité juridictionnelle et seule la Cour constitutionnelle est habilitée à pouvoir le faire. Troisièmement, il n'est pas question, alors que je suis innocent, que je m'exprime devant votre cour pour cautionner cette mascarade de procès. Donc, il a très clairement fixé les choses, et d'ailleurs, la façon dont les choses se sont déroulées l'a confirmé. C'était une mascarade totale qui a contribué à décrédibiliser totalement le régime Sassou Nguesso. Ne serait-ce que déjà, le général Jean-Marie Michel Moukoko était poursuivi aux côtés de 7 autres co-inculpés. Il était le seul devant le tribunal. En ce qui concerne les autres co-inculpés, c'était des citoyens français, dont un de mes confrères avocats au barreau de Paris, mes confrères du barreau de Brazzaville, qui sont membres de notre collectif de défense du général Jean-Marie Michel Moukoko, avaient, dans le cadre de l'instruction, demandé des confrontations. Jamais ça n'a pu être obtenu. Là aussi, on a bien vu caricature totale de procès, simulacre de procès. Le président de la Cour criminelle de Brazzaville, le premier jour
de l'ouverture du procès, avant même d'interroger le général Jean-Marie Michel Mokoko, il reçoit un courrier d'un des co-accusés, un citoyen français, avec la photocopie de sa pièce d'identité, qui dit « J'ai été longuement emprisonné au Gabon, à Libreville. Ouais, J'ai été interrogé par des policiers gabonais en présence de policiers congolais. On m'a frappé, on m'a torturé, on m'a extorqué de faux aveux comme quoi je voudrais intervenir au Congo-Brazzaville et que je connaissais le général Jean-Marie Michel Mokoko. Maintenant que je suis enfin libre, je confirme que je ne connais pas le général Jean-Marie Michel Mokoko et que je n'ai jamais voulu participer à une tentative de déstabilisation du Congo-Brazzaville ou d'un coup d'État. » Évidemment, le président de la cour criminelle de Brazzaville n'a fait pas état de cet élément. Puisque, de même, on parlait de soi-disant écoutes téléphoniques, y compris avec le pasteur Ntoumi. Jamais on n'a pu écouter ces écoutes téléphoniques. Et en plus, on ne comprend pas pourquoi, si le pasteur Ntoumi est dans la procédure, pourquoi il n'a pas été condamné en même temps que le général Jean-Marie Michel Mokoko. Parce qu'un coup d'État, on ne le fait pas tout seul, on le fait à plusieurs. Donc, et pourquoi les Français n'étaient pas présents. Et après, quand on reprend la procédure, on s'aperçoit que 3 Français ont seulement fait l'objet d'un mandat d'arrêt illégal, comme tout le reste de la procédure, au mois de décembre 2016, et qu'au mois de mars 2018, les autorités françaises ont dit « Attendez, on ne peut pas prendre en considération votre mandat d'arrêt qui ne respecte même pas les normes légales internationales. » Donc on voit bien que tout ça, c'est de la parodie, mais on est très reconnaissant au général Denis Sassou Nguesso d'avoir organisé ces faux procès de Moscou contre tous les prisonniers politiques. Il avait annoncé au mois de décembre 2017 devant le Parlement à Brazzaville qu'il souhaitait que soit accélérée la procédure contre les anciens candidats à l'élection présidentielle, ceux qui étaient arrivés en tête avant lui, le général Jean-Marie Michel Mokoko, et le député André Okombi-Salissa. Il souhaitait qu'ils soient condamnés avant la fin du premier trimestre 2018. Il a pris un peu de retard sur son programme, mais son programme s'est fait. Mais ce faisant, il s'est totalement décrédibilisé. Il nous a offert une tribune médiatique internationale pour le procès du général Jean-Marie Michel Mokoko, et c'est d'ailleurs cette tribune-là qui a amené notamment le Fonds monétaire international à réexaminer plus en détail la situation du Congo-Brazzaville et à prendre les mesures de suspension actuelles. Donc on est très reconnaissant qu'ait été organisé ce faux procès de Moscou, et d'ailleurs le général Jean-Marie Michel Mokoko, avant même que se tienne le procès, avait adressé une lettre depuis sa prison, depuis la maison d'arrêt de Brazzaville, à toute la communauté internationale et à l'opinion publique internationale pour dire de toute façon, je serai condamné, c'est un faux procès, mais de toute façon, il n'est pas question que je demande l'amnistie au général président criminel Denis Sassou Nguesso. Donc déjà, à l'avance, le général Jean-Marie Michel Mokoko avait annoncé ce qui allait se passer. Et la communauté internationale a bien reçu le message. En parlant du général Mokoko, comment il va? Je pense que vous avez Alors, des du général parce que... par le biais de mes confrères donc de Brazzaville, nous avons des nouvelles, et le général Jean-Marie Michel Mokoko suit particulièrement de très près l'actualité internationale, et il a un moral d'acier. Ah, merci. Il a un moral d'acier de ce point de vue-là. De toute façon, il nous avait dit, j'ai parlé du mois de juin. Moi, il m'avait téléphoné, de mémoire, c'était vers le 10 juin, en disant, maître, mes différents amis, parce qu'il a des amis et des soutiens partout, y compris dans l'actuelle présidence de la République, y compris dans les services secrets, il y a des promos coco partout. Donc, il est particulièrement informé de tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville, et actuellement dans la maison d'arrêt, il y a aussi plein d'informations. Donc, je pense qu'il en sait beaucoup mieux que les pseudo-ministres du gouvernement Sassou Nguesso, il en sait beaucoup plus. Il m'avait dit le 10 juin, maître, je vais bientôt être arrêté pour être emprisonné et ensuite faire l'objet d'un procès, mais vous inquiétez pas pour moi. Moi, je marche dans les pas de mon modèle que j'avais rencontré, qui admire beaucoup l'ancien président Nelson Mandela. Comme lui, j'irai en prison, et ensuite je sortirai de prison pour libérer mon pays, le Congo-Brazzaville. Donc il a un moral d'acier, il sait qu'il sortira de prison et que ça sera la libération de son pays. Et nous le savons, maître, parce que je me rappelle, le même mois de juin, il avait envoyé un message en transmettant en disant qu'il fallait rassembler la jeunesse. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce message. Bien sûr, exactement. Qui nous a été transmis directement. Maître, revenons sur Okombi-Salissa. Effectivement, nous avons vu ce procès du Congo-Brazzaville. Okombi-Salissa, maître, nous attendons son procès. Je faisais partie des premiers qui l'ont dit souvent en direct que je ne crois pas qu'il y aura procès.
Pourquoi ce retard? Qu'est-ce que vous devez être informé? Vous devez nous donner... Pourquoi au Combi? Parce que tout le monde attend le procès au Combi, parce que c'est le dernier procès en dehors, bien sûr. Je rends hommage à tous les autres prisonniers politiques. Au Combi Salissa, qu'est-ce qui se passe, maître? Alors, c'est vrai que pour le cas donc, du député André Ocombi Salissa, de fait, ils ont accumulé encore plus d'erreurs de procédure que dans le cas du général Jean-Marie Michel Moukoko. Donc, de ce point de vue-là, ils sont en train d'essayer de remettre le dossier d'équerre pour organiser la façon dont ils vont pouvoir le condamner. Et en plus, ce qui est un petit peu gênant pour eux, c'est que ils ont commis l'erreur de montrer à la télévision les armes qui, soi-disant, avaient été trouvées au domicile du général Jean-Marie Michel Moukoko. Alors déjà, ils avaient oublié que le 4 mars 2016, le jour de l'ouverture de la campagne électorale et date anniversaire d'explosion de Pilat, il y avait eu une première perquisition au domicile du général Jean-Marie Michel Moukoko, où là, on n'avait trouvé aucune arme. Effectivement. Alors, et comme ensuite, après, immédiatement, son domicile a toujours été en permanence encerclé de policiers, on sait fort bien que les armes qui, soi-disant, ont ensuite été découvertes au domicile du général Jean-Marie Michel Moukoko, hors sa présence et celle de ses avocats, ce qui est déjà une nullité totale de procédure. On sait bien qu'elles ont été déposées par la DGST, et il y a un ancien colonel de la DGST qui l'avait avoué. Donc, mais ils ont commis l'erreur de les filmer lors du procès au mois de mai. Tout à fait. Mais il se trouve que ce sont les mêmes armes qu'on a retrouvées dans un des domiciles du député André Ocombi Salissa. Exactement. Donc c'est les mêmes numéros de série. Donc là, il va falloir qu'ils maquillent encore un petit peu plus, donc ça retarde le procès. Le procès de Ocombi Salissa. Donc voilà, là aussi, bon, cela dit, ils ne sont pas à la fabrication de fausses preuves près, donc ils vont encore en fabriquer contre André Ocombi Salissa. Donc il est programmé pour être condamné, mais ils continuent d'ajuster leur dossier. Maître, parlons économie, le FMI vient de nous claquer la porte. Maître, qu'est-ce que vous pouvez, effectivement, c'est pas... qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette histoire du FMI qui vient encore une fois de plus nous claquer la porte parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés, vous l'avez dit dès le début de l'émission. Maître, le FMI, c'est pas un scandale pour le Congo, c'est pas une pauvreté pour nous extrême, on est parti là pour ne pas souffrir encore 20 ans de plus. Non, parce que là, ce qui est en cause, c'est pas le Congo-Brazzaville. Ce qui est en cause, c'est la mauvaise gouvernance de la dictature Sassou Nguesso, qui n'hésite pas à truquer les comptes, à corrompre, et qui se moque de la communauté internationale et qui se moque du Fonds monétaire international. De fait, et d'ailleurs pas seulement du Fonds monétaire international, la dictature Sassou Nguesso s'est moquée de toute la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, de tous les pays voisins. Parce que dans les critères de convergence de la CEMAC, il ne doit pas y avoir un endettement supérieur à 60%, endettement extérieur, dette extérieure d'un pays, membre de la CEMAC, supérieur à 60% du produit intérieur. Vas-y, maître. Voilà. Donc, ce que je disais, le régime Sassou Nguesso s'est moqué de tous ses pays voisins de la CEMAC, puisqu'il a plus de 60% de dette extérieure supérieure au produit intérieur brut congolais. Récemment, le Fonds monétaire international s'est aperçu qu'en réalité, c'est même plus de 120%. Donc là, on est dans une situation où le régime Sassou Nguesso va devoir subir des conditionnalités telles qu'il aura encore moins les moyens d'organiser la corruption, parce qu'il y aura un contrôle, bonne gouvernance. Déjà, une des recommandations qui a été faite par le Fonds monétaire international était que l'un des enfants du général président Denis Sassou Nguesso, Denis Christel Sassou Nguesso, dit Titi le pétrolier, n'occupe plus de fonctions dirigeantes à la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, ce qui a été fait, puisque la Société nationale des pétroles du Congo, c'est 70% des ressources du Congo-Brazzaville, par les revenus pétroliers. Mais là aussi, ça marche mal. La situation, d'ailleurs, est tellement dramatique que le régime Sassou Nguesso s'est tellement endetté qu'il est obligé de demander au groupe pétrolier français Total de payer les salaires de ses fonctionnaires. Donc on est dans une situation où on maquille encore plus l'endettement, puisqu'on demande à des sociétés privées de discrètement payer à la place de l'État congolais. Donc on est dans une spirale infernale. Cette spirale est tellement infernale que un des premiers pays soutien de la dictature Sassou Nguesso, la République populaire de Chine, maintenant refuse un réchaînement de la dette. J'ai suivi ça sur RFI ce matin, j'ai eu waouh. Et c'est parfaitement exact. C'est-à-dire que maintenant, le régime du vieux dictateur Denis Sassou Nguesso
a perdu toute crédibilité. La seule véritable personnalité politique crédible au niveau de la communauté internationale, c'est le général Jean-Marie Michel Moukoko. Et tout le monde attend que le général Jean-Marie Michel Moukoko sorte le Congo-Brazzaville du marasme. Donc, de ce point de vue-là, bientôt, le général président Denis Sassou Nguesso n'aura même plus les moyens de payer ses mercenaires. Mais pas seulement. Déjà, les fonctionnaires, il a du mal, mais le plus grave pour lui, ce sont ses mercenaires. Non seulement il paye des mercenaires ukrainiens qui pilotent les hélicoptères qui vont bombarder dans le département du Poul, mais il paye des mercenaires criminels de guerre de la Séléka, du général Abdoulaye Miskin, pour organiser sa garde personnelle. Bientôt, il n'aura plus les moyens de les payer. Donc, et là, la chute est proche. Maître Rico, en parlant du Poul, je pense que vous suivez très bien l'actualité du Congo-Brazzaville. Maître Rico, le Poul, on a vu depuis hier, le pasteur Toumi vient d'être carrément amnistié de tout. Qu'est-ce qui se passe, maître, pour ce peuple congolais qui le suit en tant qu'avocat du général Jean-Marie Moukoko? Là, ce qui se passe, c'est que la dictature Sassou Nguesso est aux abois. Elle a instrumentalisé une fausse responsabilité du Poul. Malheureusement, le Poul j'y ai fait référence en 97, 98, 99, la dictature Sassou Nguesso, c'est une émanation Mboshi qui a une vision tribaliste des choses et qui divise pour régner et qui essaye de lutter contre l'unité nationale congolaise. Donc, et qui avait commencé à instrumentaliser dès l'année 1977 dont j'ai parlé, en faisant croire que ce sont des Congolari originaires du Poul qui, à la place du général Denis Sassou Nguesso, auraient commandité l'assassinat du président Mariam Gwabi. Donc dès le départ, le clan Sassou Nguesso a essayé d'instrumentaliser, de manipuler, d'organiser des divisions ethniques et de se servir du Poul et notamment des populations congolari comme des boucs émissaires que l'on peut massacrer régulièrement. Donc là, c'est ce qui s'est passé depuis le 4 mars 2016. Le 4 mars 2016, c'est le jour où la Cour constitutionnelle devait proclamer les résultats de la fraude électorale. Tout le monde, en fonction des dépouillements des bureaux de vote, savait que c'était le général Jean-Marie Michel Moukoko qui était arrivé en tête. Et que le général Sassou Nguesso avait perdu et n'avait que 8% des voix. Qu'a fait le général Denis Sassou Nguesso? Il a réactivé ses milices de Cobra, notamment au moyen du député PCT Émile Vermoigny, et il a organisé dans la nuit du 4 mars 2016, au moment où devait se réunir la Cour constitutionnelle, des soi-disant faux incidents dans le quartier sud de Brazzaville, avec des armes lourdes qui provenaient d'un régiment parachutiste du nord de Brazzaville, où il y avait eu le matin même des entraînements avant de faire ça, pour dire c'est des éléments du pasteur Ntoumi qui rentrent dans Brazzaville, et donc le Poul est responsable de cette situation. Je partage l'avis de Monseigneur Portela, l'évêque de Kinkala, qui a dit, à l'époque des élections, tout Brazzaville était encerclé de barrages de policiers et de militaires. Personne ne pouvait rentrer dans Brazzaville. Et on voit mal comment des gens de Ntoumi ou ailleurs auraient pu rentrer le 4 avril dans Brazzaville. Donc on sait fort bien que ce sont les miliciens Cobra du PCT qui ont organisé ces faux incidents. Et à partir du 4 mars 2016, eh bien, le clan Sassou a organisé tous les jours des navettes aériennes, d'hélicoptères qui ont bombardé le département du Poul et même un peu à côté. Malheureusement pour la dictature Sassou Nguesso, elle voulait faire un nouveau génocide à huis clos. Elle a interdit des organisations internationales comme Amnesty International et d'autres d'avoir des visas pour rentrer au Congo-Brazzaville et se déplacer au Poul, constater des massacres. Elle a interdit au Comité international de la Croix-Rouge de se rendre librement pour constater les massacres. Malheur pour la dictature Sassou Nguesso, ils ont oublié qu'il existait des satellites. Et des organismes des Nations Unies ont pu fixer des images satellites où on voit de nombreux villages du Poul qui sont massacrés par les militaires de Sassou Nguesso et par ses hélicoptères. Donc là, ces crimes de guerre, nous en avons la preuve complète. L'année dernière, mon confrère Maître Maurice Massin-Gauthiassé et moi, nous allions présenter
au Comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève un rapport sur les massacres dans le Pool et sur les mauvais traitements et les tortures que subissaient tous les prisonniers politiques du Congo-Brazzaville. Ça a été enregistré auprès du Haut-Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies et c'est pour ça qu'ils ont mobilisé les images satellites qui ont été rendues publiques il y a quelques semaines. Donc désormais, nous avons les preuves de ces crimes contre l'humanité, de ces crimes de génocide planifiés et organisés, qui sont des crimes imprescriptibles. Donc ça veut dire qu'effectivement, tous ces criminels-là auront des comptes à rendre à la justice internationale. Donc là, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le temps de l'impunité est en train de finir. Et donc là aussi, pour essayer de détourner l'attention du Pool, le clan Sassou Nguesso n'a pas d'autre solution que de dire on fait un cessez-le-feu, il n'y a plus de responsable, le pasteur Ntoumi n'est plus responsable non plus, c'est la paix. On disait qu'il avait fait un coup d'État avec Mokoko, mais non, il n'y a plus de coup d'État, il doit être libre, tout le monde va bien, et hop, on essaie d'enterrer le problème. Mais c'est trop tard. Vous connaissez bien ces gens-là. C'est trop tard, c'est trop tard. Donc, le général président de Sassou Nguesso fait toujours commettre ses crimes par ses proches, et il ne veut jamais en assumer la responsabilité. C'est la politique du mensonge. Bon. Mais là, malheureusement pour lui, avec les images satellites, il va devoir assumer ses responsabilités. Donc, il aura beau dire, maintenant, Ntoumi n'est pas responsable, personne n'est responsable, il y a un seul responsable, c'est Denis Sassou Nguesso. Et sur son proche entourage, c'est Jean-Dominique Nkamba, Jean-François Ndengue, toutes ces personnes-là qui devront être traduites devant la justice internationale. Maître, on va faire le tour de l'Afrique, je sais que vous y connaissez, moi j'ai envie que vous nous parliez un tout petit peu de la libération de Mbemba. Voilà quelqu'un qui a été condamné, voilà quelqu'un qui a été à La Haye, et le voilà libre aujourd'hui qui est reparti peut-être même pour être demain dans les hautes responsabilités de ce Congo demain. Le Congo-Kinshasa, Maître, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que vous avez soutenu, je pense même dans ce bureau, il y a eu des frères de Kinshasa qui sont venus vous voir pendant toujours l'élection pour essayer de voir ce que vous pouvez. Kinshasa, Maître, parce que nous sommes au bord de l'explosion Kinshasa. Vous avez parfaitement raison de poser le problème de la République démocratique du Congo. Parce que c'est nos voisins, Maître. Ce sont les voisins de l'autre côté du fleuve Congo. Bon, comme vous le savez, depuis 2 ans, M. Joseph Kabila est en dépassement de mandat constitutionnel. Il avait signé les accords de la Saint-Sylvestre sous l'égide de la conférence des évêques du Congo démocratique. Devaient être organisées des élections au plus tard en décembre 2017. Parce que normalement, elles auraient dû se tenir au plus tard en décembre 2016. Il a encore repoussé l'échéance et il dit on va les organiser en décembre 2018. Et dans les accords de la Saint-Sylvestre, il a pris l'engagement de ne pas se représenter puisque la Constitution lui interdit de se représenter. Mais il fait tout pour saboter les choses, il fait tout pour éliminer ses opposants, il utilise les méthodes de son ami, le général Denis Sassou Nguesso, qui, lorsqu'il a un opposant et qu'il veut le mettre en prison, dit « Ah, il a voulu tenter un coup d'État, donc je le mets en prison. » C'est ce qu'il a fait avec... voilà. Donc, Joseph Kabila dit comme Sassou Nguesso, oh, c'est atteinte à la sûreté de l'État, donc on fait condamner nos opposants politiques et on les emprisonne. Donc c'est ce qu'ils ont fait pour Moïse Katumbi en disant atteinte à la sûreté de l'État et on l'empêche de faire campagne électorale en République démocratique du Congo. Là, en ce qui concerne Jean-Pierre Mbemba, c'est une vieille affaire que je connais bien, puisqu'elle date de l'hiver 2002-2003. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais l'un des avocats du président Ange-Félix Patassé en République centrafricaine, qui est le seul président de la République centrafricaine à avoir été élu et réélu démocratiquement. Moi, je ne défends et je ne conseille que des démocrates. Et en plus, je rends hommage à feu le président Ange-Félix Patassé. C'était un ingénieur agronome qui avait inventé un maïs qui pouvait pousser dans le désert pour que ces populations ne meurent pas de faim. Donc, c'était pas un homme politique corrompu comme beaucoup d'hommes politiques. Donc, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il a été naïf et qu'il s'est fait renverser par le coup d'État du général François Bozizé qui a bénéficié de l'appui
financiers et politiques des voisins qui étaient déjà à l'époque le dictateur Joseph Kabila et le dictateur Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso ayant des liens historiques avec les milices musulmanes de la République centrafricaine. J'ai d'ailleurs indiqué que sa milice actuelle de garde républicaine, c'est des anciens de la Séléka musulmane de République centrafricaine, du général Abdelaziz Mouskine. Et bien déjà, ils étaient dans le soutien de la rébellion du général Bozizé contre Félix Patassé. D'accord. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que à l'époque, en République démocratique du Congo, en 2003, c'était ce qu'on appelait la période 1+4. Joseph Kabila était président de la République et Jean-Pierre Bemba... 1+4. Oui, 1+4, ça s'appelait 1+4. C'est-à-dire qu'il y avait un président et 4 vice-présidents. Et Jean-Pierre Bemba était un des 4 vice-présidents de la République démocratique du Congo. Et lui, il dirigeait les forces armées de la République démocratique du Congo dans la région nord, limitrophe de la République centrafricaine. J'étais un des avocats d'Ange Félix Patassé et j'ai participé à la signature, dans le cadre de l'accord de coopération militaire qui existait entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Donc, face à l'insurrection musulmane et pro-Bozizé, rébellion armée qui se faisait en République centrafricaine, Ange Félix Patassé a appelé les forces armées de la République démocratique du Congo, pays ami, à venir renforcer dans les casernes les forces armées de la République centrafricaine. Et donc c'est Jean-Pierre Bemba qui, effectivement, en tant que vice-président, a donné instruction aux forces armées, qu'on appelle à tort milices du MLC, mais c'était des soldats de l'armée régulière de la République démocratique du Congo, sous la direction du vice-président MLC Jean-Pierre Bemba, qui effectivement ont renforcé les casernes et l'armée de la République centrafricaine. Il y a eu des exactions qui ont été commises, mais majoritairement, elles ont été commises par des rebelles du général François Bozizé, qui attaquaient les casernes, et les casernes étaient dans les villes. Et certains, il y en a des témoins, notamment de militaires français et d'autres, qui indiquaient qu'ils se forcent à mal parler le lingala pour se faire passer pour des Congolais de République démocratique du Congo. Et l'affaire de la République centrafricaine, c'est une affaire où, ben là aussi, comme en République démocratique du Congo, comme au Congo-Brazzaville, il y a d'importantes ressources. Il y a des ressources diamantaires, de l'or, du pétrole, des diamants, qui excitent beaucoup de... Bon, effectivement, de voies de mesure. Ouais, on va passer à la question. Donc, et après, je répondrai à cette question. Et dans ces conditions-là, il y a un accord qui a été passé entre... C'est bon, maître, vive la République. Alors, Et oui, maître Tricot, du côté des Bacachos, on parlait de... alors pour l'instant, on parle de la situation pour Jean-Pierre Bemba. Donc, il y a eu un accord qui a été passé entre Joseph Kabila, François Bozizé et Nicolas Sarkozy pour que soit injustement accusé Jean-Pierre Bemba et qu'il soit traduit devant la Cour pénale internationale. Vous n'avez pas peur de dire ça, maître, sinon on va vous accuser de... Mais moi, je dirais, en tant qu'ancien avocat d'Ange Félix Patassé, j'ai mis dans des coffres, dans différents coffres, dans plusieurs banques un peu partout et dans différents pays, je joue la sécurité, j'ai les preuves. Donc je propose qu'on m'assigne en diffamation, mais moi j'ai les preuves. Donc il y a eu des accords qui ont été passés pour faussement accuser Jean-Pierre Bemba, le traduire devant la Cour pénale internationale et l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles en République démocratique du Congo. Et la France, la France de Nicolas Sarkozy, il y avait un intérêt, puisque en République démocratique du Congo, il y a des mines d'uranium qui intéressent la société française Areva, et en République centrafricaine, il y avait une société Uramine, pour laquelle actuellement il y a un gros scandale, qui elle aussi était censée détenir des actifs, etc. Oui, j'aurais fini dans 20 minutes. 20 minutes, d'accord. Et bon, ok, ça marche. Ben, refermez la porte, Fred, et puis on se voit dans 20 minutes. Voilà. Super, merci. Eh bien oui, comprenez que nous sommes dans un cabinet d'avocats, et puis, voilà. Oui, maître, c'est ça bouge. C'est le show, on est dans le show, maître. C'est le show. Et là, pour résumer la situation, il ne va pas être trop long, Jean-Pierre Bemba est une victime collatérale de l'affaire Uramine, où il y a eu d'importants détournements de fonds. Ça, on en reparlera ultérieurement. Donc, Jean-Pierre Bemba, et de toute façon ça a enfin été reconnu par la Cour pénale internationale, n'a jamais eu d'action directe sur le terrain en République centrafricaine. Donc il était totalement injuste de lui faire subir une détention provisoire aussi longue
ensuite de le condamner aussi injustement pour des faits qu'il n'a pas commis ni dirigés. Donc c'est pure justice qu'il ait enfin été innocenté et relâché. Je dirais qu'il a fait l'objet de 2 poursuites injustes. Une, la première, pour soi-disant fait en République centrafricaine, alors que les véritables coupables, et moi je plains les victimes centrafricaines, parce que les véritables coupables, notamment du côté du général François Bozizé, ne sont toujours pas poursuivis. Et il y a une deuxième procédure injuste contre le sénateur et vice-président Jean-Pierre Bemba, c'est celle pour l'affaire de subornation de témoins. Ce qui est totalement scandaleux, parce que je rappelle que le bureau de la procureure de la CPI, de Mme Fatou Bensouda, avait eu l'audace de violer le droit international et le droit belge en faisant pratiquer une perquisition au cabinet à Bruxelles de mon confrère et ami maître Aimé Kilolo Mouzamba, un des avocats de Jean-Pierre Bemba, perquisition illégale en l'absence de la présence du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bruxelles, pour essayer de découvrir de fausses preuves. Donc, on a violé les règles de procédure du statut de Rome et de la CPI. Il existe de fortes présomptions que du côté du bureau de procureur, il y ait des témoignages un petit peu étranges et des subornations de témoins et des paiements qui étaient faits, etc. Donc, tout ça est très nauséabond. Donc, il n'était que justice que le sénateur Jean-Pierre Bemba soit lavé de toutes ces fausses accusations. Et cette situation ne grandit pas la CPI. Et moi, je rappelle qu'en tant qu'avocat, je réclame la dissolution de la Cour pénale internationale pour qu'elle soit remplacée par des cours pénales continentales. Il faut une Cour pénale européenne qui juge des citoyens européens. Il faut une Cour pénale africaine qui juge des citoyens africains. Il faut une Cour pénale américaine, une Cour pénale asiatique. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, les principaux grands pays les plus peuplés de la planète, les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, la République populaire de Chine, etc., n'ont pas accepté le statut de Rome de la CPI et ne la considèrent pas comme une juridiction. Donc, il est temps d'en finir avec le scandale de la Cour pénale internationale. Donc là, ce n'est que justice que le sénateur Jean-Pierre Bemba ait été lavé de tous ses soupçons. J'ai vu qu'il y avait une question sur Joseph Kabila. Voilà. Joseph Kabila, il n'y a pas de poids de mesure. C'est Joseph Kabila qui aurait dû se retrouver dans la Cour pénale internationale à la place du sénateur Jean-Pierre Bemba. Il existe de nombreux éléments qui démontrent que Joseph Kabila a pactisé avec l'État rwandais pour autoriser des milices armées par le Rwanda à pratiquer des exactions dans le nord-est de la République démocratique du Congo, notamment au nord Kivu, au sud Kivu, donc pour piller les richesses du pays, pour enrôler des enfants soldats. Et maintenant, ce n'est pas seulement dans cette partie-là, ça va même jusqu'au Kasaï, où on a des officiers rwandophones qui ont été intégrés dans les forces armées de la République démocratique du Congo, sur instruction de Joseph Kabila, qui donc a facilité des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre contre la population de République démocratique du Congo. Donc en toute logique, celui qui devrait être poursuivi, c'est M. Joseph Kabila. Donc les deux points, et après on fera le débat. Voilà, maître. Donc je dirais, il y a beaucoup de choses à dire sur la République démocratique du Congo, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais effectivement, M. Joseph Kabila, qui donne instruction à ses troupes de tirer, y compris devant des églises, sur des populations désarmées, n'a plus aucune légitimité. Des sanctions ont été prises par l'Union européenne et par les États-Unis d'Amérique contre un certain nombre de dirigeants sécuritaires du régime Kabila, mais ça ne suffit pas. Maître Tricot, il est où votre client Jean Ping? On a vu qu'il nous avait même donné espoir, le Gabon, à l'époque. Il est rentré, il est revenu, il faisait ses allers-retours. Jean Ping est toujours aussi libre de ses mouvements aujourd'hui au Gabon? Malheureusement, non. Malheureusement, le président Jean Ping, le gagnant des élections présidentielles de l'été 2016 au Gabon, est interdit de sortie du territoire par le perdant des élections, M. Ali Bongo. Ça me rappelle quelque chose. Voilà, donc, et malheureusement, M. Ali Bongo a suivi l'exemple de son voisin Denis Sassou Nguesso en matière de fraude électorale. Donc, et il suit aussi également son exemple en matière de mauvaise gouvernance économique, puisque là aussi, le Gabon
connaît de plus en plus de difficultés économiques et sociales. Donc à un moment donné, et c'est là où je disais que tous les pays du bassin du Congo se trouvent à l'heure de l'alternance démocratique et pacifique, c'est que le régime Ali Bongo est usé. Et en plus, il est d'autant plus usé qu'il a succédé à son père Omar Bongo. Et donc, on a la même famille qui, depuis plus de 50 ans, appauvrit le peuple gabonais et qui maintenant est honni par le peuple gabonais. Donc, le président Jean Ping, et je rends hommage à sa sérénité et oui, le direct le plus extraordinaire, c'est Maître Tricot voilà. En direct. Donc, effectivement, le président Jean Ping continue son combat. On recule un tout petit peu, mais effectivement. Et donc, le président Jean Ping continue son combat. Donc, et je rends hommage notamment à la diaspora gabonaise qui est particulièrement mobilisée. Ah ouais, ils sont très mobilisés. Et ça, c'est très important. Et je pense que beaucoup de diasporas d'Afrique centrale devrait s'inspirer de la capacité de mobilisation de la diaspora gabonaise qui, tous les samedis, défile depuis le hold-up électoral d'Ali Bongo. Donc je leur rends hommage et de toute façon, ils finiront par gagner. Et puisqu'on parlait des pays du bassin du Congo, après la République démocratique du Congo, après le Congo-Brazzaville et le Gabon qui bientôt basculeront vers l'alternance démocratique et pacifique, se pose la question, pour le mois d'octobre prochain, du Cameroun. Voilà, j'allais en venir. Le Cameroun, les anglophones sont très en colère. Très en colère, les anglophones. Les anglophones, comme vous le dites, Bob, sont à juste titre très en colère. Pourquoi? Parce que les deux provinces anglophones sont totalement maltraitées. Donc moi, j'ai pas mal travaillé au Cameroun, et ce sont des provinces où les ressources sont extrêmement importantes, notamment dans le domaine du pétrole. Vous avez à Limbé la principale raffinerie pétrolière du Cameroun, en zone anglophone. Par contre, les deux provinces anglophones sont traitées en parents pauvres du reste du Cameroun. C'est là où il y a le moins d'infrastructures, le moins de routes, le moins d'écoles, le moins d'hôpitaux. Et donc, c'est totalement scandaleux. Et donc, la crise anglophone est malheureusement une crise durable. C'est un produit du système Biya qui est fatigué par 37 années de pouvoir. De plus, à la crise anglophone se rajoute la crise dans le nord du Cameroun qui est déclenchée par les menées de la secte islamiste djihadiste Boko Haram. Donc le problème sécuritaire est devenu important et le régime Paul Biya est à bout de souffle et il n'arrive pas à faire face pour traiter cette crise. Déjà en 2008, il y a eu d'importantes émeutes de la faim. Et j'étais allé à l'époque et j'avais participé à certaines de ces manifestations, notamment à Douala. Et là, je dois rendre hommage à la société civile camerounaise qui se mobilise de plus en plus. Dans le cadre de la préparation des élections présidentielles qui sont prévues pour le mois d'octobre, une bonne partie de la société civile se mobilise et veut en finir avec les partis politiques traditionnels qui ont participé au système Biya. Pas seulement le parti présidentiel, le RDPC, le Rassemblement du peuple camerounais, mais également les partis plus ou moins faux opposants, comme ça existe dans beaucoup de ces dictatures, qui ont participé à la répartition des postes et au marché public de corruption. Donc ça, la société civile camerounaise n'en veut plus. Et est en train de se préparer au Cameroun un mouvement de la société civile un peu équivalent à celui qui s'était fait au Burkina Faso. C'est-à-dire que se regroupent des associations de jeunes, des associations de femmes qui veulent dépasser le cadre des partis politiques traditionnels. Et il y a un parti politique qui avait été créé après les émeutes de la faim de 2008, en 2009, qui s'appelle le Mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, qui a été créé par un jeune chef d'entreprise, entrepreneur dynamique, qui a beaucoup fait pour les populations camerounaises, qui s'appelle Jean Blaise Gouette, et qui mène actuellement une campagne très dynamique. J'avais vu
qui organise et qui va organiser cet été au Cameroun des plateformes de la société civile. De nombreux partis, représentants de partis politiques, qu'il s'agisse des pro-Biya ou des faux opposants à Biya, ont décidé de se rapprocher de lui. Donc on a vraiment une aspiration au changement qui est extrêmement importante. Donc, s'il n'y a pas de fraude électorale massive au mois d'octobre prochain, eh bien, le Cameroun risque enfin de basculer vers la démocratie. Et ça sera un changement extraordinaire pour toute l'Afrique centrale. Par contre, si ce changement démocratique ne peut pas se faire, le Cameroun risque de basculer dans la guerre civile. Et là, ça sera encore plus dramatique pour toute l'Afrique centrale. Pour toute l'Afrique centrale, et effectivement, c'est ce que je t'entendais. Il nous reste 7 petites minutes, maître. On va parler de chez nous. Le président Macron était au Nigeria. Exact. Le président Macron était à Nouakchott. Oui. Vous avez suivi l'actualité. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce voyage? D'abord, la France-Afrique, à Nouakchott. Je dirais, je considère qu'il y a une évolution quand même relativement positive. Elle ne va peut-être pas aussi vite que je le souhaite à titre personnel, mais quand le président Emmanuel Macron dit « il n'y a pas de politique africaine de la France », je constate que c'est assez exact, et en tout cas que ça change avec les pratiques passées. Donc il y a quand même une évolution positive. Évidemment, elle ne va pas aussi vite qu'on pourrait le souhaiter, mais c'est une évolution positive. Il n'y a plus cette ingérence France-africaine qui existait auparavant. Donc ça, c'est déjà quelque chose de bien. Et le président Emmanuel Macron n'hésite pas à parler directement aux sociétés civiles africaines. Donc il rentre dans l'arène, il n'hésite pas à ce qu'on lui pose des questions directement ou indirectement, ce que ne faisait aucun de ses prédécesseurs français. J'ai beaucoup aimé son passage à Ouagadougou face aux étudiants. Parfaitement exact. Et moi je lui rends hommage parce qu'effectivement c'est courageux et ça fait partie de sa politique de jeune président transparent qui veut rompre avec le vieux monde de la politique passée. Donc là, c'est un signe encourageant et effectivement, je pense que beaucoup de membres des sociétés civiles africaines ont de l'espoir dans ce changement de la politique française. Donc c'est notre rôle à nous, membres des sociétés civiles, que ce soit en Europe ou en Afrique, d'accompagner un peu plus ce changement et de montrer que de fait, c'est d'abord aux Africains de décider par eux-mêmes. De même que le peuple Burkina Faso a décidé par lui-même de faire tomber la dictature Compaoré, c'est aux autres peuples donc d'Afrique de préparer la chute de leur dictature. Maître Rico, on va revenir sur le Congo pour se dire au revoir. Maître Rico, je suis rentré dans ce bureau, j'ai même commencé Baka Show dans ce bureau, pour ceux qui ne le savent pas. Maître Rico, le général Mokoko, vous avez envoyé un message toujours dans le mois de juin, c'était Bob doit rassembler la jeunesse. Effectivement, vous avez vu tout le combat que nous avons mené, parce que beaucoup pensent que le général Mokoko et moi, j'ai pris la photo du général que j'ai mis là. Moi, je pense que c'est vous qui m'avez montré ce mail, c'est Loïc Le Floc qui m'a emmené dans ce bureau. Maître, 2 ans et demi après, vous avez appris à connaître les Congolais, vous avez appris à connaître cette communauté, vous avez appris à connaître l'Afrique, maître. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le mot de la fin? Parce que nous rentrons en vacances, septembre va reprendre. Je pense que on a toujours dit il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas pour certaines personnes. Donc, dans ce côté, maître, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ça, c'est Mwanda qui nous dit quoi? Quand monsieur Macron va passer. Des paroles à la pratique, tu veux dire. Bon, voilà, ça va parler de Macron, c'est que c'est si vous voulez, hein, maître. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais déjà vous remercier de m'avoir reçu chez vous. Vous m'avez reçu ici. La première fois, c'était en juin 2016. Je reviens 2 ans après. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toute cette communauté congolaise, cette belle communauté que vous avez connue? Je pense que vous avez des moments formidables avec ces Congolais, des moments difficiles. Vous avez participé à tous nos réunions. Vous étiez là, corps et âme, chaque réunion. Maître, vous avez pris du temps. C'est là où j'ai toujours dit, mais comment Maître Rico fait? Maître Rico, qu'est-ce que vous pouvez dire à notre communauté? Mais de dire l'important, c'est l'unité et la détermination. Donc le changement vient dans le rassemblement. Ce qui compte pour les diasporas, c'est leur capacité à se rassembler. Ce qui
vous unit est plus fort que ce qui vous divise. Donc il faut mettre de côté les querelles d'ego et il faut se rassembler. Et c'est le rassemblement qui favorise le changement, quelles que soient les critiques. Donc pour faire un parallèle avec la France, concernant le président Emmanuel Macron, lorsqu'il a mené campagne, tout le monde disait il n'a pas de parti politique. Il ne pourra pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça c'est vous, ça, maître. Ça, il commence maintenant à vous poser des questions. Attendez, on va redescendre ça. Pouvoir mettre, oui. Ok, on affiche un peu plus. Comprenez qu'on est en direct, hein, mes frères. Ah oui, bien sûr. Non, mais là, donc, moi je dirais, le président Emmanuel Macron, pour l'instant, a fait 1 an de mandat. Donc, et en matière de politique extérieure, à la différence de ses prédécesseurs, il n'a pas commis de faute majeure. Il n'a pas fait un discours de Dakar à la Nicolas Sarkozy, ce qui aurait été une faute majeure. Il n'a pas commis de faute majeure. Donc, moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Laissons le temps au président Emmanuel Macron d'agir. Et de toute façon, ça n'est pas aux populations de la diaspora, ni aux populations des pays d'Afrique, d'attendre ce que va faire le président français, ou ce que va faire le président américain, ou ce que va faire le président chinois. Ah, merci. C'est d'abord à ces populations de se prendre en main, et comme je l'ai dit, de s'unifier, de s'organiser. L'unité fait la force, renforcez votre organisation. Et moi je dirais, inspirez-vous d'autres diasporas. Moi je suis avocat, conseil d'autres diasporas, notamment d'Afrique de l'Ouest, et je suis au regret de constater que les diasporas d'Afrique de l'Ouest sont mieux organisées que les diasporas d'Afrique centrale, et elles sont plus unies. Donc, eh oui, il a dit Maton Domingue, il a dit Maton Domingue, il dit merci beaucoup, maître, ça veut dire Maton. Donc, faites l'effort de vous réunir, de vous unir. Le Congo, c'est un petit pays d'à peine 4 millions d'habitants. Chaque fois que je rencontre des Congolais, que ce soit au Congo, encore que maintenant au Congo-Brazzaville, depuis 2009, je suis interdit de séjour, mais quand j'ai rencontré au Congo-Brazzaville, je suis interdit de séjour par la dictature Sassou Nguesso, et quand je rencontre des Congolais de la diaspora, quels que soient les continents, ils veulent tous être présidents. Donc, je suis désolé, 4 millions de Congolais, on ne peut pas avoir 4 millions de présidents. Et c'est le pays où il y a le plus de candidats présidents. Les autres pays, République démocratique du Congo, c'est beaucoup plus nombreux, mais ils sont quand même moins nombreux à vouloir être présidents. Donc, plutôt que de vouloir à tout prix être chacun président, organisons l'unité, la solidarité. Là, il y a des prisonniers politiques qui sont particulièrement nombreux au Congo-Brazzaville. Je n'ai pas encore vu de levée de fonds massive de la part de la diaspora congolaise pour envoyer des fonds aux prisonniers politiques congolais. Et ils ont besoin d'aide financière. Donc vous savez fort bien, de même que le fait le général Jean-Marie Michel Moukoko, c'est uniquement la famille et les avocats qui apportent à manger pour ne pas pouvoir être empoisonnés. Donc il faut payer les repas aux prisonniers. Donc vous, membres de la diaspora, cotisez-vous pour envoyer de l'argent aux prisonniers politiques congolais. Et nous, avocats, on transmettra. Moi, régulièrement, je reçois des confrères du barreau de Brazzaville, enfin, je reçois d'ailleurs de tous les barreaux d'Afrique, et donc, quand j'ai de l'argent qu'on me donne pour les prisonniers politiques, je les donne à mes confrères avocats qui repartent dans leur pays, et ils ramènent l'argent au pays. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, mobilisez-vous, unifiez-vous, et levez des fonds. Mais, ne serait-ce que 5 euros, 10 euros par-ci, par-là, c'est utile. Donc, le premier geste à faire, c'est solidarité avec vos frères et sœurs au pays, et tout d'abord avec les prisonniers politiques. On a plusieurs centaines de prisonniers politiques au Congo. Il faut les aider, et il faut aider leurs familles. Parce que quand vous avez un père, 2 frères de la même famille qui sont emprisonnés, le reste de la famille a du mal à vivre. Donc il faut de l'argent pour les prisonniers politiques, mais aussi de l'argent pour leur famille. Donc c'est votre responsabilité à vous de vous mobiliser. Donc avant de vous battre pour savoir qui va être le président de la République, envoyez de l'argent pour les prisonniers politiques congolais et leurs familles, et on vous en sera tous très reconnaissants. Maître Tricot, merci, je vais m'adresser aux Congolais, en tout cas le plaisir était pour moi. Je vous en prie, Bob. Merci beaucoup, maître. Et soyez convaincus que l'alternance démocratique arrivera au Congo-Brazzaville. Le clan Sassou Nguesso n'en a plus pour longtemps.
Je m'adresse aux Congolais. Merci beaucoup, maître, si je puis me permettre. Très chers compatriotes, en tout cas, le plaisir était pour moi. En tout cas, vous savez que Ebaka Show, c'est votre émission. Maître Rico vient de dire quelque chose d'important. Il a dit 5 euros, 10 euros pour aider nos prisonniers, pour aider la population. Le temps de campagne d'argent, je n'ai jamais voulu le faire. Parce que nous savions. Je suis rentré dans ce bureau il y a 2 ans et 8 mois aujourd'hui. Le bureau de Maître Rico en 2016. Je suis revenu chez Maître Rico parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Nous avons aujourd'hui un prisonnier, des prisonniers politiques. Je ne parle pas de Mokoko que ce soir parce que les gens savent les liens que j'ai avec Mokoko. Nous allons rentrer en vacances. Mais je vous garantis, en septembre, nous allons préparer une plateforme financière par le canal de Maître Rico, Bangoba Mindele. Et ça ne veut pas dire que quand on va envoyer de l'argent parce qu'on vous connaît. Et oui, cet argent arrivera dans ce bureau. Et nous allons nous battre pour préparer une plateforme. On se fout de notre gueule parce que nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas de pognon. Nous sommes qu'une bande de pauvres types comme on nous traite là-bas. Mais imaginez-vous le nombre de personnes qui ont suivi Ebaka Show depuis 2 ans. Si vous avez mis 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, faites, on est 1000 tous les jours. 1 euro par semaine. On aurait moins de problèmes aujourd'hui. Oui, Galabanda bureau. J'ai créé Ebaka Show dans ce bureau. Bonne soirée à vous. Merci bien, Bob. C'est parti.